Je qualifierais pas forcément l'amour comme étant une logique de miracle ou de droit, mais plutôt de synchronicité. On s'est croisés au bon moment, au bon endroit. Mais le moment de décision d'avoir un enfant, c'est le moment où, en tout cas pour moi, il y a eu un vrai questionnement de c'est quoi être femme et c'est quoi être maman, et comment est-ce que l'arrivée d'un enfant peut bousculer ma féminité, ma présence dans le monde. La puissance du couple, c'est déjà s'assurer que chaque individu va bien. Bonjour, ça va ? La non-mixité, c'est aussi d'abord un groupe qui dit « je reste dans l'entre-soi ». Je sais pas quoi faire, je sais pas ce qui se passe. Est-ce que je veux des enfants ou pas ? L'intimité est exactement l'inverse du désir, puisqu'il faut de l'espace pour désirer. Mon destin d'homme a souvent été basé sur l'amour. Parfois, c'est compliqué, et pour l'un et pour l'autre. Sur l'oreiller, c'est un podcast pour parler des relations hommes-femmes, des questions d'identité, de genre, de polarité masculine et féminine. Parler des idées reçues pour sortir des schémas binaires. Tendre vers des relations plus douces, plus justes et surtout plus vraies. Derrière mon micro, vous écouterez des anonymes, des personnalités et des experts. Nous allons démêler toutes les pelotes de laine du féminin masculin. Je suis Caroline Loisel. Soyez les bienvenus sur mon podcast Sur l'oreiller. C'est une première pour Sur l'oreiller. J'interroge un couple. Gauthier et Marielle m'ont accueilli dans leur nid. Un nid tout douillet dans le centre-ville de Bordeaux. Pour la première fois sur mon podcast, je vous invite à explorer avec nous la question de l'intime. L'intime d'une relation de couple, l'intime d'une maternité, d'une paternité et l'intime d'un duo devenu trio. Chacun s'est aussi exprimé avec beaucoup de tendresse sur les parts masculines et féminines de l'autre. Jusqu'à maintenant, j'interrogeais beaucoup sur la puissance masculine, la puissance féminine. Mais la puissance d'un couple, comment la savourer ? Gauthier et Marielle ont dessiné quelques contours. Le tout dans la douceur et l'attention portée à l'autre. Bonjour Gauthier. Bonjour Caroline. Bonjour Marielle. Bonjour Caroline. Merci de me recevoir chez vous, à Bordeaux, dans votre nid douillet. Alors comme la vie est bien faite, dans mon trajet à Bordeaux ce matin, j'étais sur mon fil d'un réseau social et je suis tombée sur un article des Inrocks et une interview de Marie Coq qui a publié un livre qui s'appelle « Les vieilles filles ». Et Marie Coq nous dit « Je trouve qu'on est éduqué dans l'idée que l'amour est un droit. Personnellement, je trouve ça très optimiste, car pour moi, l'amour, c'est plutôt un miracle, ça n'arrive pas tous les jours et ce n'est pas pour tout le monde. » Qu'est-ce que vous en pensez ? Comment vous vous êtes rencontrés déjà ? Et est-ce que vous êtes d'accord avec Marie sur le fait que l'amour est un miracle ? Alors nous, on s'est rencontrés de manière très originale au travail. Moi, j'allais quitter l'entreprise dans laquelle j'étais. Marielle venait d'y arriver. Donc, je qualifierais pas forcément l'amour comme étant une logique de miracle ou de droit, mais plutôt de synchronicité. Sur le fait que on s'est croisés au bon moment, au bon endroit, et ça a permis justement que la rencontre se fasse de manière explosive et agréable. Marielle, est-ce que tu as vécu cette rencontre comme un miracle ou comme une synchronicité comme propose Gauthier ? Ou autre chose ? Ouais, je dirais plutôt, je suis d'accord, en fait, c'est plutôt une histoire de timing. Et en fait, c'était pas du tout prévu et c'était pas du tout attendu et donc c'est arrivé. Et en fait, on prend quand ça arrive. En fait, c'est comme ça que ça se passe, je pense. Et donc non, je dirais pas un miracle. Je dirais une question de timing et d'ouverture à l'instant T et de se jeter et d'aller tenter de vivre une expérience aussi longue qu'elle soit. Se jeter, pourquoi tu choisis ce terme, se jeter ? Parce que se jeter les bras ouverts, c'est aller à fond. Et en fait, c'est aussi un peu la conception de la vie qu'on a tous les deux, je pense. C'est vivre les choses à fond, intensément, et sans vraiment se poser 15 000 questions. Une fois qu'on est convaincu et quand on le sent dans l'instinct, c'est d'y aller, quoi.
J'aime bien le se jeter. Je sais pas ce que t'en penses, Gauthier, mais c'est vrai parce que souvent on dit tomber amoureux avec ce côté un peu genre une chute, tu vois. Mais dans le se jeter de Marielle, je trouve qu'il y a une dynamique intéressante. Moi, j'ai un peu peur du vide. Si on m'envoyait faire du saut en parachute ou du saut à l'élastique, je pense que j'irais plutôt à reculons. Mais il y a cette idée de se jeter vers quelque chose que tu connais pas. Donc, ouais, à la rigueur, c'est plus poétique qu'avancer dans le brouillard, comme expression. Mais il y a une idée de on y va. Il y a aussi se lancer en fait, hein, au-delà de se jeter. Hein, c'est tu te lances, tu te donnes de l'élan pour continuer. Quoi. C'est important le mouvement. Alors, dans les grandes étapes de votre vie de couple, quelles sont celles justement qui ont le plus mis en mouvement les questions de vos énergies masculines et féminines? Alors on est jeunes parents, on a une petite qui aura 1 an très bientôt. Et je pense que ça nous a autant questionné en tant que personne individuellement que couple aussi. Et donc les énergies masculines ou féminines sur ce moment-là, ça a amené des questions qui étaient costauds. Hein. Enfin, c'est quoi, ça veut dire quoi être papa, ça veut dire quoi être père, c'est quoi la place de la masculinité juste avec un tout petit bout de chou de 52 cm. Donc ouais, il y a beaucoup de questionnements, je pense, sur les énergies masculines et féminines à ce moment-là. Et autant pour chacun, quoi. Et je pense que c'était plus la décision d'avoir un enfant. C'était ce moment-là où on s'est posé plus de questions que le moment où on a eu l'enfant. Parce qu'une fois que l'enfant est arrivé, je ne sais pas pour toi, Gauthier, mais pour moi, c'était assez naturel, la place que chacun a occupée, qu'on occupe encore et qui change et qui évolue avec le temps au fur et à mesure que la petite grandit. Mais le moment de décision d'avoir un enfant, c'est le moment où, en tout cas pour moi, il y a eu un vrai questionnement de c'est quoi être femme et c'est quoi être maman et comment est-ce que l'arrivée d'un enfant peut bousculer ma féminité, ma présence dans le monde de manière générale et notre couple. Et c'est à ce moment-là, je pense, qu'il a fallu qu'on en discute beaucoup, que moi je fasse ma petite exploration avec mes copines qui ont eu des enfants, que j'aille poser mes questions et tout pour être à 100% convaincue et me jeter dans cette nouvelle aventure en connaissance de cause ou en tout cas avec une telle conviction que j'y vais vraiment à 100%. Alors justement sur ce côté double rôle effectivement qu'on incarne ensuite, qu'on joue en étant à la fois parent et homme et femme toujours dans un couple et puis vis-à-vis du monde, qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce qui a été le plus bousculé dans votre perception de qu'est-ce qui est féminin et toi Gauthier, qu'est-ce qui est masculin? Ouais, je vais lancer un truc, on verra si en parlant je suis convaincue de ce que je dis. Je pense que pour moi, ce qui m'a étonnée, je dirais, ou en tout cas confortée, parce que je dirais pas que c'est un bousculement, mais c'est justement une fois que la petite est arrivée, les rôles qu'on a pris et surtout la différence de ce naturel autour de nous dans les autres couples. Donc je m'explique. C'est des choses desquelles j'ai parlé évidemment avec plein de copines et plein de copains. Et en fait, c'est ces rôles-là que joue déjà le couple en tant qu'unité, mais aussi individuellement vis-à-vis de l'enfant et vis-à-vis de la maison, des tâches quotidiennes, etc. est pris très différemment au moment où le tourbillon arrive. Et en fait, moi, j'ai été très réconfortée parce que je pense que de manière naturelle aussi, chez chacun de nous, moi, j'ai une part de masculinité et Gauthier a une part de féminité qui est assez présente depuis tout petit, je crois. Je crois qu'on a la chance d'être tous les deux plutôt équilibrés sur ces aspects-là. Ce qui fait que quand elle est arrivée, Luna, notre petite, j'ai l'impression que les choses se sont faites plutôt naturellement, que j'ai pas galéré. J'avais écouté beaucoup de podcasts sur la matrescence, devenir maman, le couple, l'importance de la présence du partenaire, etc. Et en fait, j'ai été plutôt agréablement surprise, peut-être parce que justement j'avais entendu le pire et je m'attendais au pire, mais j'ai été agréablement surprise par le bal et la danse qu'on a eu autour de ce bébé, qui était pour moi très équilibré, et je suis très heureuse et je me considère très très chanceuse, mais le bousculement a été plus ailleurs que dans la définition de la masculinité et de la féminité pour moi. Ouais, je dirais qu'on a plutôt été bousculé sur les aspects de croyances personnelles, parce que t'es obligé d'aller creuser chez l'un et chez l'autre. T'en penses quoi de l'éducation, si on fait ça, est-ce que l'enfant on le laisse autonome sur certains trucs, ou est-ce qu'on doit être avec lui, sur quoi est-ce qu'on l'accompagne?
Quand quelque chose ressemble à un caprice et qu'il pleure, qu'est-ce qu'on fait ? En fait, s'aligner sur des sujets de discussion qu'on n'a jamais eu en 7 ans de relation. Et il y avait aucune raison de les avoir avant. Et puis c'est en ayant l'enfant en face que tu réfléchis à ça. Mais beaucoup de communication, beaucoup de discussions sur des sujets de croyances personnelles. Parce qu'on a le droit de pas être d'accord, mais il faut se le dire assez rapidement, parce qu'en fait, sinon ça cloisonne très vite. Et sinon, on confronte des visions de la vie. Moi, je vois ça, les visions éducatives, c'est des choses qui sont ultra tabous et en même temps qui parlent beaucoup de la personne. Et qui sont très culturelles. Et qui sont très culturelles, ouais. Et comment vous avez géré les congés paternité et maternité ? Moi, je suis indépendant, j'ai ma propre entreprise, donc je me suis octroyé le congé paternité que je voulais m'octroyer. Alors, t'as choisi combien de temps ? Moi, j'ai choisi de prendre. Pendant un mois, j'ai été totalement off. Donc, au-delà des 4 semaines, j'ai eu vraiment mon 1 mois où j'ai littéralement coupé téléphone, ordinateur. Dès la naissance. Dès la naissance, et les 2 semaines avant aussi, pour être absolument tranquille. Donc en fait, c'est plutôt un mois et demi. Et après, ça nous a amené à fin octobre, novembre, décembre, janvier. J'étais plutôt sur 2 jours de travail par semaine. Parce que ça me semblait hyper important, et parce qu'en fait, les premières semaines où t'as ton bébé, il n'y a pas encore beaucoup d'interactions. C'est pas forcément les semaines les plus difficiles non plus. Mais donc c'était hyper chouette. Enfin, moi, j'ai adoré prendre ce temps-là. Ouais. Et on avait plutôt imaginé la grossesse, l'accouchement, l'arrivée de ce bébé comme une période d'1 an et pas de 9 mois. Ce fameux 4e trimestre dont on avait beaucoup entendu parler, et on s'était dit tous les deux que ce 4e trimestre, on lui donnerait du temps, de l'attention et du soin, autant que les 9 premiers mois, parce qu'il est déterminant par rapport à déjà notre enfant et son épanouissement, mais surtout aussi la place qu'on prend tous les deux dans cette nouvelle famille qu'on a créée. Donc Gauthier, certes, travaillait 2 jours par semaine, mais en fait, moi, j'ai eu l'impression qu'on ait été vraiment ensemble à 100% pendant 3 mois. Ce qui est vraiment ce qui n'a pas de prix, et ce qui était essentiel dans le fait de se sentir vraiment une famille à 3 et de ne pas avoir de frustration. Ouais, et moi, de mon point de vue, en fait, la façon dont les choses sont faites aujourd'hui, même si on est passé de 10 jours à 4 semaines, etc., sous accord de l'employeur. Et ce n'est pas obligatoire. Et que ce n'est pas obligatoire. Moi, il y a un principe qui dit que et dans tous les trucs de développement personnel que tu as, on te parle des 21 jours, des 3 semaines, etc., pour créer des habitudes. Et si toi, tu pars au bout d'1 mois, mais les 3 semaines d'après, la maman elle va continuer à créer des habitudes avec l'enfant, mais des habitudes que toi, tu vois en rentrant le soir, et t'es totalement déconnecté. Et après, t'as l'inertie des habitudes. Et donc, en fait, je pars du principe que, littéralement, faut pas qu'il y ait de mauvaises habitudes à se créer, et laisser ça tel quel. Si j'avais été juste, admettons, présent pendant 2 semaines ou 3 semaines, on aurait créé de l'inertie sur le fait que le rôle de la maman est plus important ou a plus de proximité avec l'enfant, et nous on voulait quelque chose de super équilibré. Et moi j'étais littéralement contre ce fait de se dire je prends que 4 semaines, parce que ça aurait déséquilibré le rapport entre notre petite Luna Marielle plus moi qui arrive ou rentre, ou avoir littéralement en fait moi ne pas avoir l'information de ce qu'il faut faire, pas avoir des bonnes habitudes, pas avoir une bonne connaissance de l'interaction avec l'enfant. Et donc en fait on crée un duo dans la famille, et une personne qui est un peu isolée à côté. Donc moi je voulais surtout pas ça. Donc là on fait équipe à 3, et c'est cool. Alors, moi, c'était il y a assez longtemps que j'ai été enceinte. C'était il y a 17 ans et demi. Mais tu vois, j'ai un souvenir, Marielle, où quand, pour la première fois, son papa a pris Victor pas dans ses bras, mais pour le promener, en fait. Donc, on était tous les 3, et il l'avait dans les... Comment on appelle ça, là, les petits sacs devant? Je sais plus. Porte-bébé. Oui, voilà, les porte-bébés. Tu vois, je sais plus. On oublie tout de cette période. C'est magnifique. Et donc voilà, le papa avait Victor dans son porte-bébé, et ça m'avait un tout petit peu... ça m'avait fait un petit peu mal au ventre, tu vois, des petits papillons un peu tristous, tu vois, de se dire...
Parce que je l'avais eu pendant 2 mois à l'intérieur. Et d'un seul coup, il y avait, tu vois, comme une sorte de marque de détachement, même si je l'avais déjà senti quand on avait coupé le cordon ombilical. Mais il y a eu quelque chose. Est-ce que tu as souvenir de cet effet-là? Et en plus, le fait que Gauthier ait pris le temps avec votre bébé. Ce qu'il faut savoir, c'est que Gauthier a 13 neveux et nièces. Depuis qu'il a 9 ans, il a des bébés autour de lui. Donc, il a grandi en connaissant ce monde-là, en sachant changer des couches, en ayant quelques réflexes. Chose que moi, je n'ai pas du tout eue. Ma sœur est très maternelle, donc dès qu'il y avait des bébés, ou déjà il n'y en avait pas beaucoup parce que j'étais une des plus jeunes petites dans ma famille élargie, ils allaient vers elle. En tout cas, c'est elle qui prenait. Et moi, ça m'arrangeait très bien. J'étais pas très enfant, je suis pas très bébé. Et donc même la décision d'avoir un enfant est venue de Gauthier avant moi. Donc quand le bébé est arrivé, on m'avait beaucoup dit le détachement du bébé est très difficile. Il l'a été, mais pas avec Gauthier. Parce que depuis le tout début, je m'appuie aussi beaucoup sur lui. On parle beaucoup de l'instinct maternel et je suis d'accord. Il y a des choses qu'on ressent en tant que maman. Mais l'avantage aussi dans notre couple, c'est que Gauthier avait aussi quelques réflexes et connaissances de ce monde-là. Donc ça a créé un équilibre qui fait que on était vraiment sur du 50-50, même en termes d'attachement au bébé. Le jour où il a fallu le donner à quelqu'un d'autre, là, certes, j'ai senti qu'on m'arrachait le cœur. Mais jusqu'à aujourd'hui, c'était ton choix, j'imagine. Oui, exactement. Mais jusqu'à aujourd'hui, le fait de la laisser chez l'assistante maternelle ou autre, moi, ça me brise le cœur. J'ai l'impression de l'abandonner, mais je pense que c'est le problème de tout parent. Mais avec Gauthier, je pense vraiment que le fait ce passif qu'on avait tous les deux à notre relation à l'enfance, ce n'était pas le classique « Ah, je suis une fille, donc j'ai toujours voulu être maman. Ah, c'est un garçon, donc il sait rien sur les bébés. » C'était vraiment pas ça. Et donc, en fait, je crois que c'est ça qui était plutôt... qui était top pour nous, parce que ça a créé un équilibre. Et de ton côté, Gauthier, comment ça a été perçu par ton entourage, le fait que tu prennes du temps? Parce que ce n'est pas courant. Bonne question. J'ai jamais posé les questions de perception. Bon, les gens m'ont tous dit c'est top d'avoir. On va plutôt parler de luxe que je pouvais me permettre que de t'as de la chance ou autre. Alors, en gros, tout le monde dit bah t'es indépendant, tu gères ton temps comme tu veux, etc. Tout le truc. Alors, les gens comprenaient pas non plus que ça voulait dire bah tu mets sur pause ton travail, ton démarchage commercial, ton chiffre d'affaires. Enfin, quand même. Oui, il y a un petit peu. C'est pas rien, c'est un vrai choix. C'est un vrai choix et c'est un point qui est de se dire bah je coupe vraiment. Et donc bah en termes de perception, les gens ont dit bah, que ça avait beaucoup de chance. Et c'est aussi beaucoup de mamans qui l'ont dit, que c'est cool que tu puisses passer du temps, parce que c'est plutôt dans les systèmes de comparaison de se dire j'aurais eu besoin que mon mec, mon mari, mon conjoint, peu importe, soit là un peu plus longtemps. Alors ce que disent d'autres papas qui ont eu l'occasion de faire comme ça, c'est que ça les a questionnés sur leur virilité à un moment donné. Il y a notamment le témoignage de Tristan qui a écrit un livre parce qu'il a eu l'occasion de vivre un congé paternité à la fois en France et à la fois en Scandinavie. Et donc de pouvoir témoigner que ce qui lui avait fait bizarre en fait à ce moment-là, c'est que quelque part il avait l'impression que ça venait piquer sur la perception qu'il avait de sa propre virilité. Est-ce que toi, Gauthier, tu as eu ce type de questionnement même furtif qui est venu à toi ou pas? Ouais, concrètement. Parce qu'en fait, tu grandis, enfin, je suis né fin des années 80, 89, tu grandis avec des schémas où l'homme rentre du travail, etc. Enfin, t'as plein de trucs. En fait, quand c'est reposé la question professionnelle de je rentre à la maison, les images inconscientes que j'avais derrière, c'était... ça revenait à des images un peu classiques, je dirais. On s'en rend pas forcément compte, hein, mais t'as des schémas qui sont imprimés, que t'as vu aussi de ton côté par rapport à ta famille ou autre, les modèles familiaux. Et moi, cet aspect de virilité, il y a eu des moments de questionnement sur le cloisonnement homme égale travail, femme égale maison. Où le fait de voir qu'il y a des modèles comme ça qui reviennent un peu dans ta tête, ça te chamboule, parce qu'en fait t'es pas en accord avec, mais indirectement j'ai repris avant Marielle, donc je revenais me coller sur le modèle classique avec lequel j'étais pas forcément en accord.
dire, on n'a pas eu de synchronicité sur notre retour au travail. Donc, en soi, on a eu notre période de déséquilibre à ce moment-là. Et l'aspect virilité, ouais, un enfant, ça t'oblige à explorer une part de sensibilité que t'as enfouie, ou que t'as mis un petit peu de côté. On parle d'un petit être qui est hyper fragile, qui se retrouve dans des grandes mains, grandes paluches. Pour ma part, en tout cas, c'était hyper. Ça me faisait bien rire parce que c'était impressionnant. T'es basketteur, t'as l'habitude d'avoir des balles dans les mains, de jouer avec des gens d'un mètre 90, 2 mètres, et tu te retrouves avec 52 cm de petit être très fragile dans l'avant-bras. C'est assez rigolo. Et ouais, puis t'as une part de la non-maîtrise quand t'as des pleurs ou autre et que tu te dis je peux absolument rien faire, je fais juste de mon mieux avec ce que je peux faire, mais j'ai pas la connaissance et je ne sais pas absolument ce dont le petit être a besoin. Tu lâches prise sur le fait de connaître quelque chose, pouvoir répondre à un problème. Alors que c'était quand même une partie de mon métier de résoudre des problématiques. Donc quand chez toi tu te retrouves totalement à poil et que tu dis je sais pas quoi faire, je sais pas ce qui se passe. Il y a une part d'humilité forte, je pense que ça a beaucoup travaillé l'aspect humilité dans une situation de je sais pas quoi faire là. Et donc faut le prendre avec le sourire, sinon tu dramatises rapidement intérieurement. On avait écouté l'histoire de Tristan dans un podcast. Ah, très bien. Religieusement tous les deux. Parce que moi, j'ai commencé à l'écouter et j'étais non, Gauthier doit écouter ça. Je me souviens, on était en voiture et on l'a mis et on écoutait vraiment, on a tout écouté parce que pour moi, ce qui était très intéressant, c'est que comme il avait vécu le congé paternité en France et dans les pays nordiques, il avait la légitimité vraiment de raconter son expérience des deux points de vue et il avait aussi un aspect très critique, dont une chose qui m'avait beaucoup marqué, qui était justement, vu que les hommes ont des congés paternité aussi longs, voire même s'ils veulent plus longs que les femmes, dès tout jeune, c'est normal que les garçons s'intéressent aux bébés autant que les filles. Et donc, il y a une fait de grandir en connaissant le monde des bébés, ce qui peut paraître très anodin, mais qui au final, quand le bébé arrive, tout le monde a déjà vu ce que c'est une couche, ce que c'est de changer une couche, peut se poser les questions, a déjà entendu parler et n'est pas en mode moi j'y connais rien, tiens toi ça fait des années que tu en parles, que tu y penses. Non, en fait non, moi j'y ai pas pensé toute ma vie. Et le fait que la décision du bébé ait été commune et que moi ça m'ait pris plus de temps, quelque part moi j'étais prête à avoir un enfant, mais c'était un peu je dirais pas sous condition, mais c'était un peu ok, je suis prête et je me sens prête à être maman, mais on y est ensemble quoi. We're in it together, comme ils disent en anglais. C'est que c'est une décision commune, c'est un projet commun et tout va être commun et on est vraiment à 50-50. Et je me souviens dans les premiers mois, 3-4 mois, je commençais déjà à faire des allers-retours à Paris et mes amis me disaient ça va, comment tu te sens, est-ce que t'as confiance, ça va, il gère Gauthier, il gère aussi bien que moi en fait, je vois pas pourquoi. Et ça m'étonnait vraiment parce que oui, il sait ce qu'elle mange, oui, il sait quand elle pleure comme ça qu'elle veut ça parce qu'il a passé du temps avec elle. Et oui, je suis d'accord que c'est un luxe et je le répète, mais si on peut le faire, il faut le faire. Est-ce qu'on t'a posé, toi, la question, Gauthier et Marielle, alors, quand t'es pas là, c'est bon, elle gère? Non, justement, pas du tout. C'est ça qui est dingue. Ouais, c'est ça qui est dingue. Parce que tu vois, dans les aspects perception homme-femme, ouais, il y a eu plein de questions. On se pose pas la question que la maman puisse se poser des questions ou ne pas gérer. Ne pas gérer, en fait. Et on peut se poser plein de questions que le mec puisse réussir à gérer une situation. C'est là où on se dit qu'on a quand même un poids de réflexe automatique et de pensée automatique, parce qu'on a tous vécu ça, de sortir une phrase, puis après de se dire, mais attends, mais là, c'est réflexe que je viens de dire. Au fond de moi, moi, je me souviens, c'est quand Victor, il m'a annoncé qu'il allait mettre du vernis. Tu vois, je raconte toujours ça, parce que c'est énorme. J'étais la première, tu vois, dire, oui, masculin, féminin, hein. Et là, ton môme. Et là, donc là, il n'y a rien qui est sorti comme phrase, mais parce que j'avais plein de phrases dans ma tête, et en me disant, non, mais là, je peux pas lui dire ça. Je ne peux pas lui dire ça non plus. Mais qu'est-ce que c'est que toutes ces pensées qui m'arrivent? Comme si, pourquoi mon fils, à 15 ans et demi, 16 ans, ne pouvait pas se mettre du vernis? Tu vois? Mais ça surprend beaucoup de personnes, je pense. Enfin, tu vois, nous, quand moi, j'avais du temps que je promenais Luna au parc, tu crosses pas d'autres mecs. Très peu, en semaine. Et donc, en fait, c'est hyper surprenant. Toi. Et donc, toi, dans ta tête, tu dis, mais je suis le seul à faire ça ou pas? Et tu vois les regards... je sais pas. Les gens font attention parce qu'ils trouvent ça quasiment bizarre de voir un mec pousser une poussette à côté des nounous qui sont au parc.
un mercredi. Enfin, tu vois, il y a un truc, il y a un truc bizarre. Après, il y en a de plus en plus. Ouais. Et il y en a de plus en plus. Et surtout, j'avais lu un truc l'autre fois qui m'avait fait marrer que il y a une trend maintenant, une tendance sur les réseaux des papas sexy. Et donc, il y a plein de photos et C'est tout vrai de papas qui promènent leur gamin. Et que c'est devenu cool pour un papa de promener son gamin, alors qu'avant, ça ne l'était pas. Et heureusement. Ouais, ça devient de plus en plus. En fait, je me souviens aussi, vu que Gauthier s'intéresse et va chez le pédiatre et s'occupe aussi de la bouffe de la petite et tout, même l'assistante maternelle... Elle s'adresse à moi, des fois c'est Gauthier qui répond et elle est un peu déboussolée, elle le regarde, il finit de parler et la fois d'après elle m'avait dit c'est super Gauthier, il est très présent. Je dis bah oui, est-ce que tu lui dis à lui que c'est super, moi je suis très présente. Mais ça arrive de plus en plus et ça c'est cool. Vous montrez un chemin, vous illustrez un chemin en tous les cas. Tu disais tout à l'heure, Marielle, que ce que tu ressentais, c'est que chacun de vous deux, vous aviez effectivement une polarité masculine et féminine assez développée. Comment tu la caractériserais du coup chez Gauthier? Parce que sinon c'est trop facile que je te demande sur toi. Comment tu définirais son masculin, son féminin? Donc son masculin, je vais peut-être être dans les méga clichés là. Ce qui est normal, puisque en fait, on a des images d'attributs, oui. Et tu vois, enfin, pour moi, ça me paraît... Oui, ok. Alors, donc, je vais être dans les clichés. Ok, donc Gauthier, pour moi, son côté masculin, c'est son côté compétitif. Déjà, sa carrure, sa voix, sa présence, je la trouve masculine et j'adore ça. C'est son côté... qui dans l'action, qui va, c'est une énergie en fait, c'est une énergie masculine qu'il envoie, qui est présente. Je pense que la première énergie qu'on ressent, c'est une énergie masculine, et son énergie féminine, c'est dans la sensibilité, la communication et l'écoute. En fait, il a une écoute très 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 forte des autres. Je suis vraiment complètement dans les clichés, mais en fait, vu qu'il a ces deux côtés-là, et je pense qu'on attribue beaucoup le côté féminin au côté communication et sentiment, surtout avec un enfant, vu qu'il l'a, c'est là où vraiment j'ai ressenti aussi ce côté-là de lui ressortir. Oui, effectivement, c'est ce qu'il a confié tout à l'heure, en disant qu'il avait ressenti un sentiment d'humilité et donc un peu de vulnérabilité en étant auprès de votre fille. Gauthier, tu dirais quoi sur la polarité Alors déjà, est-ce que tu rejoins les propos de Marielle sur toi ? Ouais, ça fait plaisir. Un petit exercice de thérapie de couple tranquille. C'est ça, exactement. On est bien. Ouais, ça me parle. Ça me parle. Moi, j'ai côté observateur et curieux aussi qui fait que communiquer, comprendre, écouter les gens, voir le sensible. Je suis très très tourné sur le design. Hein, c'est une grosse partie de mon métier, donc. Comprendre ce qui se passe dans la tête, dans le cœur des gens, ça, c'est hyper important. Hein. Et je kiffe en plus ça. Donc après, il y a une sorte d'équilibre à avoir entre les deux. Je pense que ça, c'est chez chaque individu. Donc c'est là où moi, j'ai de plus en plus de mal à distinguer le féminin, masculin. Je pense que les nouvelles générations qui arrivent se posent encore plus ces questions, a priori, par rapport aux aspects genrés, non genrés ou autres. Et donc ouais, en fait, par rapport aux aspects amenés tels que Marielle les voit, ça me parle. Ouais. Et de ton côté, comment tu t'exprimerais l'énergie féminine et masculine de Marielle ? L'énergie... Allez, je démarre par l'énergie féminine. L'énergie féminine de Marielle, il y a moi, le côté hyper souriante, rayonnante... et capable de créer du lien avec beaucoup de personnes, dans l'aspect même de communication, voire même de hyper-communication, voire même de over-communication, voire même de « oh là, on communique peut-être un peu trop, peut-être », non ? Mais donc là, il y a cet aspect-là chez elle qui est hyper fort. Un rapport aux émotions qui est sans filtre, qui est hyper agréable. Là où, et ça, j'amènerais pas forcément ça comme étant féminin, j'amènerais ça sur le fait que ça appartient moins à l'aspect masculin. Et donc, dans une logique binaire, entre guillemets, je l'amènerais plus sur le côté féminin, tel qu'on le voit. Parce que pour moi, il y a un côté masculin où les émotions sont un peu plus tabous dans le cliché qu'on peut en avoir. Et l'aspect masculinité, ce qui amène l'équilibre à ça, c'est
Ouais, je dirais une capacité à aller dans l'action qui est absolument remarquable. Logique entrepreneuriale, de go, on y va. Mais c'est là où elle coupe. C'est comme s'il y avait une capacité d'interrupteur entre les deux côtés. C'est-à-dire, j'ai choisi l'un ou l'autre en fonction de la situation. Donc, quand il y a une bonne nouvelle avec des copines, on va être à fond dans l'aspect émotion. Et quand il faut passer tout de suite à l'action, on va switcher. Et c'est aussi son talent d'aller vite entre les deux en fonction des situations et des personnes. Est-ce que c'est un portrait fidèle, Marielle ? Oui, merci. Oui, la capacité de switcher, c'est rigolo, mais c'est parce que justement, des fois, si on est dans l'action et qu'il faut faire des choses, je peux être un peu dure, alors que dans la vie de tous les jours, je ne le suis pas forcément. Donc c'est rigolo parce que ça nous fait bien rire. Des fois, je switch à la Marielle qui travaille et je suis assez, des fois, brusque. C'est ça qui est marrant. Mais non, je suis complètement d'accord. Et je pense que ce côté masculin aussi, il était simple. Il prenait forme aussi quand j'étais petite, parce que dans le cliché aussi du garçon manqué, je l'étais. J'avais les casquettes à l'envers, je jouais au basket et tout, alors que ma sœur, qui est plus âgée que moi, était beaucoup plus... Elle faisait de la peinture et tout. Et donc, je pense que c'est ces aspects-là qui ressortaient quand j'étais petite, ou en tout cas, le fait, je pense que ça venait d'être contre la personnalité de ma sœur que je voyais. Je voulais me différencier et tout. On était très proches et on l'est encore, mais je pense qu'on se construit aussi à l'opposé de la personne qui est avec nous dans la maison. Ça a fait que je me suis construite aussi cette personnalité de je ne veux pas être gnangnan. Alors que, même chose, aujourd'hui, ça ne veut plus dire grand-chose, mais j'ai grandi en me disant... Oh là là, faut pas que je sois gnangnan. Non, je suis quelqu'un de fort et il faut que je sois différente, il faut que je fasse ci et que je fasse ça. Et c'est ça qui a construit un peu ce côté de masculinité que je pourrais avoir et qui a fait que au moment fatidique où il fallait décider si oui ou non on est un enfant, je savais au fond de moi que je voulais être maman depuis toujours. Mais j'ai eu beaucoup de mal à passer le cap de me dire, là, en fait, j'ai pas le choix, je vais être enceinte, je vais être maman, et je vais un peu basculer des fois, parce que c'est normal quand on a un enfant, dans un côté gnangnan, et que c'est pas grave. C'est ça qui te faisait peur? Pour moi, devenir maman, ça me faisait très peur. Parce que pour moi, avant d'être maman, une maman, sa vie, elle est chiante, elle est dans les couches, elle a un chignon, elle a de la bave sur le t-shirt, et même, elle n'est pas désirable dans l'image que je me faisais de la maman, parce que je ne savais pas ce que c'était d'être maman, et surtout, j'étais heureuse d'être jeune femme, désirable dans le vent et tout. Et ça me faisait très peur, donc pour moi, c'était pas si évident mon désir de devenir maman. En tant que personne, ça l'était parce que j'avais envie de devenir maman. Au plus profond de moi, je savais que c'est une aventure, une expérience que j'avais envie de vivre. Je voulais faire grandir un enfant, je voulais vivre cette histoire d'amour même avec Gauthier. Mais ça me faisait peur d'être celle qui fait pousser une poussette parce que pour moi, elle n'était plus du tout désirable. Quand je t'écoute, j'ai l'impression tu te sentais empêchée, enfin tu te projetais empêchée de quoi, le fait de devenir maman? Empêcher de faire mes projets, de voyager quand je veux, empêcher d'avoir une vie pétillante et intéressante. Alors qu'en fait, pas du tout. Pas du tout, mais on ne s'en rend pas compte avant, et même si, un peu quand même. Quelque part, il y a des sacrifices, bien sûr, il y a des choses qu'on fait différemment, il y a des choses qu'on fait moins, notre corps change, mais... J'ai eu l'impression, quand je suis devenue maman, qu'un monde s'est ouvert à moi en termes de connexion humaine. Parce que moi, vraiment, ce qui me faisait peur, c'était quand je dis devenir maman, devenir chiante, donc j'avais l'impression que c'était ennuyant, qu'on mènerait une vie ennuyante si on est maman, parce qu'on parle que des enfants et on fait que des choses d'enfants et tout. Mais en fait, on passe du côté des parents et on se rend compte de la force d'une maman. On connecte avec d'autres mamans, on connecte avec d'autres papas, et il y a une connexion qui se fait, qui est pour moi beaucoup plus authentique, nue, vraie, et il y a une chose qu'on comprend, ou un sens de la vie qui prend une autre dimension, et qu'au final, je suis très heureuse d'avoir. Il y a des gens qui veulent pas d'enfants, et c'est très bien, et il y a des gens qui veulent des enfants depuis toujours, et c'est très bien, et il y a les gens qui tergiversent, et je pense qu'il faut se poser les bonnes questions. Et pour être complètement transparente, j'ai même vu une psychologue parce que je voulais des enfants, mais le temps n'arrivait pas, et évidemment
plus ça avance, plus c'est difficile d'avoir des enfants. Donc, je voulais vraiment mettre noir sur blanc. Est-ce que je veux des enfants ou pas ? En fait, je veux comprendre. Est-ce que j'en veux ou pas ? Qu'est-ce qui me bloque ? Et en fait, j'ai fait un travail justement de comprendre qu'est-ce qui me bloque et est-ce que c'est dans ma tête ou est-ce que vraiment ça va me bloquer ? Et si vraiment ça va me bloquer, est-ce que je suis prête à le faire ? Et je pense que c'est une réflexion qui doit être faite par toute future maman. Parce qu'une fois qu'on est dedans, c'est pour toujours. Une fois qu'on est dedans, c'est du boulot. Et si on n'est pas à 100% convaincu, on n'ira pas. Et donc pour moi, j'ai découvert qu'à ce moment, c'est pas chiant du tout, qu'on a plein de nouveaux sujets, qu'on a plein de nouvelles choses à découvrir, qu'on peut éclater de rire et passer un trop bon moment avec son enfant. Moi, je suis très impatiente de nature et je me disais, est-ce que je vais réussir à m'asseoir et jouer à un jeu qui ne m'intéresse nullement, mais qui intéresse mon enfant ? Et en fait, oui, je l'aime tellement que je peux passer des heures à jouer avec elle à un truc nul, mais parce que je l'aime. Et c'est cette force-là qui arrive parce que j'étais convaincue de le faire. Donc oui, l'image de la maman a complètement changé pour moi de une femme dont la vie est inintéressante qui pousse une poussette à une femme puissante, pleine de ressources et qui a une vie par ailleurs. D'ailleurs, ma fille m'a inspirée. Le nouveau projet que j'ai lancé après sa naissance, qui est un podcast sur la transmission de ma culture, qui était la plus grande preuve que c'est pas parce que j'ai un enfant que je vais arrêter mes projets, mais peut-être même que cet enfant va me les inspirer. Et toi, Gauthier, et après on arrêtera là. Et toi, Gauthier, le désir d'être papa, il est arrivé comment ? Alors moi, dans la mesure où j'étais le dernier de ma famille, que c'était dans ma tête psychologiquement une sorte de course contre le monde, d'essayer de rattraper les autres, mais ça ne marche pas parce qu'on peut pas rattraper le temps. Moi, je pense j'ai eu envie d'être papa très tôt, peut-être trop tôt. Moi, j'ai grandi un peu trop tôt, et puis après, j'ai eu un moment où j'en voulais plus du tout. Et après, nous, quand on a été ensemble, il y a eu un moment où c'était, si, moi, j'en ai envie. Et pour le coup, j'étais peut-être super préparé dès le départ, ayant plein de neveux-nièces, ayant entendu des discussions de dilatation du col de l'utérus à table à Noël. Oui, en fait, quand on a vécu ça... Quand on a vécu ça, je pense qu'on est plutôt préparé. Donc pour moi, c'était plutôt marrant. Les livres ou autres, ça m'a rappelé plutôt des sujets de discussion au repas de famille qu'autre chose. Donc ouais, non, j'étais bien préparé et même, tu vois, il y avait une forme de micro-jalousie de se dire, j'ai pas de connexion très forte avec l'enfant jusqu'à la naissance en tant que telle. Donc on a fait de l'autonomie pour que moi je puisse avoir une place un peu plus forte ou présente ou sentir la petite même avant la naissance, quoi. Rien que ça, c'était hyper important de se dire que l'étape de grossesse, on l'a vivait ensemble. Et une fois sur une annonce qu'on avait pu avoir, Marielle a dit on est enceinte. Et c'était inconscient, je pense, mais ça m'a fait rigoler, ça m'a pas mal touché, parce qu'en fait, si on voit l'arrivée d'un enfant sur le on est enceinte, c'est rigolo. Ça voulait pas dire que j'avais bu trop de bière et que j'avais une couvade. Hein. Non, c'était ce fait de on attend un enfant. Qui pour moi était hyper important, je pense, et qui fait que moi j'étais assez préparé, c'était chouette. Et je pense même qu'on a eu une fois la discussion de si on pouvait choisir dans le couple qui porterait l'enfant. Je crois que dans notre couple, vu combien Gauthier était sensible au sujet, patient, que ce serait lui, en fait, dans notre couple. Et c'est marrant parce qu'on n'a pas le choix. Et moi, j'ai très bien vécu ma grossesse, beaucoup mieux que ce que je pensais. Vraiment, en fait, tout s'est passé beaucoup mieux que ce que je pensais parce que j'avais cette peur énorme de changer mon corps, changer ma féminité et tout ça. Et en fait, tout était 1000 fois plus beau, 1000 fois plus merveilleux que j'aurais pu imaginer. Mais c'est vrai que si on avait le choix dans le couple, t'aurais laissé à Gauthier ? Je pense que j'aurais laissé à Gauthier parce que je voyais en fait son intérêt, combien il était à fond, combien il voulait comprendre quand l'enfant bougeait, ou au moins une fois lui, une fois moi, quoi, parce que pour qu'il puisse vivre, pour qu'il puisse vivre ça et parce que peut-être le premier enfant ça aurait été lui parce que moi j'étais pas prête à me voir transformer et le deuxième ça aurait été moi parce que je veux vivre l'expérience aussi et ça aurait été cool, mais ça bon c'est impossible. Merci. Alors, on parle de puissance masculine, de puissance féminine. J'ai envie, là, de vous parler de puissance d'un couple.
Ce serait quoi pour vous la puissance d'un couple ? Nous, on parle de faire équipe. Et donc, dans la puissance du couple, c'est se dire le maximum de choses, voir les problématiques très rapidement, en parler, pas éviter. En fait, t'as deux aspects, hein, je dirais. T'as c'est comment est-ce qu'on n'est pas freiné. Donc, c'est voir les problématiques quand elles arrivent, et puis où est-ce qu'on se développe ensemble, quoi. Et donc, la puissance du couple, c'est déjà s'assurer que chaque individu va bien et aille bien, et aider l'autre à aller mieux dans ce qu'il rencontre de problématiques perso, relationnelles, tout en fait, hein, professionnel. Et de se dire, je suis en soutien de l'autre dès que possible. Et après, c'est de se dire à quoi ça... Nous, notre dynamique à tous les deux, en même temps, comment est-ce qu'elle est freinée, comment est-ce qu'on peut l'améliorer, quoi. Et où est-ce qu'on va faire du kiff, comment est-ce qu'on crée des projets ensemble. Et cette notion de plaisir. Et être à l'écoute autant de l'individu que de l'équipe, en fait, en permanence. Ouais. C'est vraiment ça. Je suis d'accord, et la communication est vraiment au centre pour plusieurs raisons. Déjà, nous, on est un couple biculturel, et quand on grandit dans une culture, on ne se rend pas compte des choses qui sont évidentes pour nous et qui pourraient ne pas l'être pour la personne en face. Donc on a eu plein de moments de bugs où c'était en mode, mais pourquoi est-ce que c'est évident pour moi et ça ne l'est pas pour toi ? Tu peux nous en raconter quelques-uns et nous dire la culture dont tu viens, Marielle ? Alors moi, je suis libanaise, et c'est une culture très chaleureuse, familiale, beaucoup dans l'accueil, beaucoup dans la générosité et des fois l'excès de générosité. On parle français au Liban, mais c'est un français, je pense, de la vieille France, parce qu'il y a des petits mots que je disais comme jaquette, ou bien n'est-ce pas, ou bien des petits mots comme ça qui le faisaient bien marrer. Et puis il y a des mots qu'on utilise qui sont, par exemple, pour nous, des espadrilles, c'est les baskets, alors que en France, c'est les petites chaussures en paille là, de bateau, je dirais. Donc une fois, on allait courir au tout début de notre relation, on s'est dit, on fait un petit footing, et je lui ai dit, je vais mettre mes espadrilles. Mais pourquoi tu vas mettre les espadrilles ? Parce qu'on va courir. Mais pourquoi tu vas mettre tes espadrilles pour courir ? C'était marrant. Mais sinon, de manière plus profonde, même avec Luna, on est d'une culture qui a quand même vécu la guerre, et donc où les parents sont très protecteurs. Aller marcher toute seule en ville, quand moi j'étais toute petite, aller seule à l'école en marchant, c'était impossible. Il y a le bus de l'école qui arrive en dessous de la maison, la maman qui est au balcon, qui me regarde rentrer dans le bus. C'était vraiment très très protecteur. Et donc sur ces sujets-là, on est plus à l'écoute l'un de l'autre qu'en conflit, parce que pour moi c'est admirable comment Gauthier, à tel âge, allait seul dans le bourg acheter du pain. Pour moi, c'était impensable. Mais je trouve ça génial, parce que ça crée une autonomie que moi, je n'ai acquis que bien plus tard, quand j'ai vécu seule. Plein de choses que j'avais pas appris. On doit changer le boulon de l'évier. Je l'ai jamais fait, moi, parce que c'est un pays de service, donc il y avait un plombier juste à côté, ou bien parce qu'on nous protège les enfants, donc c'est le papa qui le fait. Gauthier, c'était viens, regarde, apprends, change-le toi. Même si t'as 10 ans, on s'en fout, change-le toi. C'est la vie, c'est comme ça. Donc pour moi, c'est plutôt s'enrichir mutuellement. Et donc la force d'un couple, si je reviens à ça, c'est se faire grandir mutuellement, je pense. Et là, surtout, on fait grandir une petite. Donc si on arrive à se faire grandir mutuellement, on ne pourra que encore mieux la faire grandir à notre petite. Et il y a un point aussi de communication dont je voulais parler, c'est que la communication, en fait, il faut qu'elle soit vraiment hyper ouverte, honnête et bienveillante. Parce qu'il y a des choses qu'on va se dire des fois qui ne seront pas évidentes. Dont le sujet, et je pense que c'est ça aussi qui renforce le couple, c'est de se rendre compte qu'un couple, ce n'est pas incassable. Et que ça fait 30 ans qu'on a vécu des histoires d'amour, qu'on a eu plein de choses. Comment est-ce que ça se fait ? Et est-ce possible que dans les 60 prochaines années, il n'y aura rien ? C'est un peu illusoire de se dire ça. Donc en fait, l'idée, c'est d'en parler, de se dire qu'est-ce qui nous lie, pourquoi on s'est choisi, qu'est-ce qu'on a choisi de faire ensemble, et où est-ce qu'on continue d'explorer nos sentiments de féminité et de masculinité en dehors du couple, et comment, et avec quelles limites. Et ça appartient à chaque couple, ça appartient à chaque personne, mais c'est un sujet qui, je pense, est tabou, et qui est très mal vu quand on dit... non, un couple, en fait, c'est du travail, c'est des sacrifices, ou bien pas, ou bien on a une autre vision du couple, et très bien, et c'est comme ça, et on avance. C'est pas
ever after de je n'aimerais que lui pour toujours et je trouverai jamais personne d'aussi beau que lui. Qu'est-ce que j'en sais, moi, je ne sais pas. Et c'est important pour ma féminité que je puisse me dire, c'est possible d'avoir un crush un jour, c'est possible que lui se fasse draguer un jour. Comment on réagit et comment est-ce qu'on réagit pour pouvoir garder quand même cette unité de couple que nous, on a solide. Gauthier, tu veux réagir ? Il faut que tu me reposes la question. Non, c'est vrai. Alors, t'as raison. En fait, là, du coup, j'ai le jeu Dixit. Et par rapport à la définition, parce que nous étions sur la définition de qu'est-ce que serait la puissance d'un couple, voilà, de voir ce que peut évoquer une carte qui vienne enrichir, modifier, compléter ou infirmer, je ne sais pas. Ouais. Vous n'êtes pas du tout d'accord avec ce que va dire la carte ? Une carte avec des fourmis. Ouais, c'est du travail, hein. Non, mais c'est du travail. Moi, pour prendre le propos de Marielle, c'est se dire que rien n'est acquis, c'est encore plus intéressant parce qu'en fait, du coup, tu te dis qu'est-ce qu'on fait pour nous cette semaine, ce mois, cette année. Et du coup, ça nous met dans une logique de c'est comme si tu as un diplôme d'une école, ça veut pas dire que tu vas trouver du travail intéressant, quoi. Donc en fait, et même là, nous, on fait partie des mariages 2020 repoussés éternellement, etc., etc. C'est pas un acquis non plus, quoi. C'est un moment dans notre super union et on continue de bosser. C'est de se dire, il y a pas de certitude et donc du coup, ça nous amène à être en permanence en train de continuer à s'écouter avec le même intérêt, la même curiosité, qu'est-ce qu'on explore individuellement, qu'est-ce qu'on explore à deux, qu'est-ce qu'on a envie de faire. Et là, sur le cadre pro ou autre, en fait, c'est perso, c'est des choses qui sont hyper intéressantes, parce que l'autre est tout de suite en train d'accompagner l'autre sur les différents niveaux. Et c'est là où moi je parlerai de puissance, c'est-à-dire que c'est du mouvement et tu remets de l'énergie pour que le mouvement continue et en se faisant plaisir. Enfin, on a plaisir à faire ça. Et c'est aussi là où on se retrouve. J'ai parlé de synchronicité au départ. On aime bien avoir un rythme ensemble qui nous corresponde et qui nous développe, quoi, qui nous fait grandir. Qu'est-ce qu'il y a sur la carte exactement, Dino ? Alors il y a des fourmis, hein, c'est pour ça que je suis revenu un peu sur la notion de travail, fourmis ouvrières. Et si je creuse un peu plus, il y a des fourmis qui s'opposent entre elles. Ça nous arrive aussi de pas être d'accord et de se confronter. Et donc, mais on cherche surtout à voir quelle est la valeur dans la confrontation de ce qu'on a. Et surtout, moi, je cherche toujours à ce qu'on finisse sur un fou rire. Il y a un moment où ça me fait marrer et j'ai une croyance très très forte que l'autodérision, c'est ce qui nous fait progresser. Donc, quand on a un moment qui est un peu chaud, être en capacité d'en rire ou de rappeler. Après, je suis assez taquin et je pense que Marielle supporte ma taquinerie, parce que sinon, je pense qu'on serait pas ensemble. Mais c'est nous rappeler les moments où on s'est chamaillé et ça se finit par un sourire. Pour moi, c'est des preuves de progrès, en fait, individuel et collectif. Gauthier a parlé de projets ensemble à un moment et je crois que c'est ce qui fait aussi quand un couple a un projet ensemble, que ce soit un enfant, que ce soit un voyage, que ce soit une fête que le couple organise, il est hyper, cette notion de projet est hyper importante et tout aussi importante que les projets individuels, parce qu'on s'est rendu compte aussi que c'est plus tendu dans l'appartement quand chacun de nous n'est pas épanoui en dehors de l'appartement. Et donc, travailler sur des projets individuels, ça, je pense que tout le monde le fera, et surtout ne pas s'oublier dans le couple ou dans la famille, et travailler sur des projets communs, parce qu'au final, un couple, c'est une unité, c'est comme un individu, et s'il y a des projets, ça alimente le couple. Et donc, oui, avoir des projets, en fait, en commun. C'est quoi votre prochain projet en commun ? Ou celui dont vous pouvez parler ? On en a plein, on en a toujours plein, on en a trop même. Là, on vient tout juste de finir justement cette fête de mariage qui nous a quand même pris du temps, qui était plus une fête qu'un mariage, parce que on voulait absolument rassembler nos amis et nos familles au Liban. Donc, on est devenu agence de voyage et ça, c'était un gros projet. On a des projets qui arrivent, oui. Alors déjà, professionnellement, on est tous les deux en grande transition. On se pose beaucoup de questions. Donc, on a chacun son projet professionnel. Mais au final, dépendamment de ces projets professionnels-là, on va avoir un projet commun. Parce que si ça nous amène à partir de Bordeaux, à changer de ville,
ça serait un projet commun. Et ô combien commun, surtout que maintenant on a une troisième personne, on peut pas juste se dire allez hop, on change de pays ou de ville. Donc ça c'est le gros projet un peu intense qui arrive, mais sinon on a déjà parlé d'avoir un petit projet d'organiser un grand week-end ou une grande fête qui ne soit pas nécessairement un mariage ou une occasion spécifique pour rassembler les gens et avoir toujours un projet tous les 2 ans, avoir un projet de kiff qui arrive et qu'on organise en fait pour les autres aussi, pour rassembler et célébrer. Vous voulez refaire agence de voyage. C'est quoi la prochaine destination de la fête? Exactement. Je crois que peut-être tout doit s'aligner. On doit professionnellement devenir agence de voyage. Mais c'est ça. Je crois que là, c'est clair. Voilà. C'est lumineux. Agence événementielle de fête. Je pense que c'est surtout ça. Oui, c'est important aussi de garder ce projet hors pro. On va faire un petit tour dans le passé avec une phrase de Mona Chollet. Elle a publié Réinventer l'amour, là, récemment, en 2021. Elle nous dit « On éduque les femmes comme des machines à donner, les hommes comme des machines à recevoir. » Gauthier, est-ce que tu te retrouves ou pas dans cette phrase? Est-ce que tu retrouves l'humanité dans cette phrase ou pas du tout, ou à moitié? Wow. Non, je suis pas d'accord avec cette phrase. Mais dans les aspects éducatifs, les femmes comme des machines à donner, les hommes comme des machines à recevoir. Bon, si, je pense que sur les clichés ou ce qu'on a encore aujourd'hui, on est encore là-dessus en tant que tel. Mais si tu pars même sur des logiques, je dirais, sexuelles ou autres, je pense que t'as beaucoup de mecs qui se mettent une pression comme étant des machines à donner du plaisir aussi. C'est vrai. Et donc là-dessus, je pense, j'irais. C'est pas bon sur tous les terrains. Ouais, c'est pas. En fait, je me disais sur quel terrain est-ce que ça s'applique. Et là, je pense le contre-exemple sur l'aspect de la sexualité là-dessus. C'est vrai. Il y a un truc. Ouais. Bah, tu regardes même le cliché pornographique en tant que tel. Le mec est une machine à donner. C'est vrai. Pas grand-chose d'autre en tant que Alors, tel. on te dira peut-être à donner ou à prendre. À donner ou à prendre. C'est peut-être ça qu'on pourrait objecter. C'est vrai. Exactement. Mais non, moi je pense que j'ai du mal en fait avec cette phrase. Je suis pas trop à l'aise avec les deux mots. Qu'est-ce que toi, dans ton éducation, tu as ressenti comme étant une éducation genrée? Est-ce que déjà tu avais des sœurs et des frères pour pouvoir éventuellement, ouvrir le périmètre de ton observation avec du recul? Moi, j'ai fait l'observation pendant de nombreuses années de ma famille et de mes frères et sœurs. Mes parents sont des baby-boomers. Je suis né en 89 et j'ai 4 frères et sœurs qui sont nés entre 70 et 78. Donc j'étais vraiment le tout petit, j'ai 13 neveux nièces, le plus âgé finit ses études et le tout petit a 2 ans. Donc en fait c'est ultra étalé et je suis au contact de pas mal de générations indirectement. Et moi dans le périmètre que j'ai vu, famille bretonne, origine plutôt sur les valeurs paysannes de travail. Je dirais que c'était plutôt classique. Littéralement, le papa qui va au travail ramène le salaire, la maman, mère au foyer, qui s'occupe des enfants. Donc oui, le donner-recevoir sur cet aspect-ci, je pense que je l'ai vu, en fait, en tant que tel. Mais sur des aspects, je dirais, très logistiques et très matériels. La nourriture, l'argent. La maman prépare tout, donne la générosité, l'amour maternel, prépare la maison, donne pour les autres, et le père reçoit l'amour, l'admiration des enfants et reçoit la nourriture. Ça devait être très basique, et reçoit de l'argent pour le foyer. Donc là-dessus, je le vois comme étant un ancien modèle qui s'est rééquilibré sur le fait d'avoir plus de femmes qui travaillent, un rééquilibre autour du pouvoir en fait au foyer et des activités. Donc je pense qu'aujourd'hui c'est moins prégnant sur les aspects matériels très basiques du toit, de l'argent et de la nourriture, si on doit être sur des trucs très terre à terre. Et je pense qu'aujourd'hui, on est en train de s'élever un petit peu là-dessus. Quand c'est possible, quand le modèle du couple le permet, parce que c'est pas forcément le cas. Et on peut très rapidement trouver un déséquilibre qui fait que donner et recevoir, on va dans ce cliché
compliqué à mener, ouais. Et donc, toi, t'as pas l'impression... Est-ce qu'il y avait une phrase qu'on te disait tout le temps ? Tu vois, qui a marqué quand même ton enfance. Tu vois, moi, je dis toujours quand même la phrase, c'est... moi, c'est l'impression d'avoir tout le temps dit « Sois gentil et fais plaisir ». Voilà, vraiment. J'ai été éduquée avec ces phrases-là. Est-ce que toi, il y a des choses comme ça ? Moi, j'étais éduqué... J'ai eu la phrase qui me revient, qui était on peut pas faire tout ce qu'on veut. Mais moi j'étais petit garçon qui avait déjà une logique plein d'idées en permanence, une logique entrepreneuriale qui était plutôt freinée dans une logique je dirais un peu plus cartésienne et rationnelle moi les idées étaient tuées très rapidement parce qu'il n'y avait pas cette énergie entrepreneuriale à la maison, où il n'y avait pas le terrain de jeu qu'on me laissait pour l'amener. Donc moi c'est cette phrase qui est on peut pas faire tout ce qu'on veut d'un petit garçon qui avait 15 000 idées en fait. Et du coup quand tu peux pas faire tout ce que tu veux et que t'as plein d'idées, t'explores pas beaucoup. Et donc moi je me suis découvert tardivement sur cette logique idée et entrepreneur derrière. Mais c'est des phrases qui marquent, ouais, c'est sûr. Toi Marielle, la phrase qui t'a marqué, te marque encore, ou avec qui tu t'es réconciliée parce qu'elle ne te satisfaisait pas ? J'essaye de trouver... On m'a dit des phrases, c'est sûr, mais je pense que dans ma famille, en tout cas la manière dont mes parents m'ont éduquée, on m'a plutôt dit vis ta vie, fais ce que tu veux. La phrase de ma mère, c'est vivez votre jeunesse. Donc on m'a plutôt encouragée à faire beaucoup de choses. Je pense que le fait que je sois arrivée en deuxième... Non, c'est même pas ça. Attends, il faudra enlever cette partie, mais j'essaie vraiment de réfléchir. Je pense pas que j'ai eu une éducation genrée. Je ne pense pas avoir eu une éducation genrée. J'essaie de comprendre pourquoi. Tout à l'heure, tu te qualifiais même de garçon manqué. Oui. Je pense que vraiment, par pure chance, j'ai trouvé un équilibre de genre depuis toute petite. Je pense déjà parce que je ne suis pas le premier enfant. Donc, il n'y a pas d'attention hyper concentrée sur une personne. Parce que ma sœur était... sage, gentille, même à l'adolescence, elle respectait les règles et moi j'étais un peu plus rebelle. Et parce que mes parents, même s'ils sont quand même classiques dans le sens où mon père ne cuisine pas forcément, mon père n'a pas changé beaucoup de couches, ils sont quand même assez équilibrés dans la manière dont leur vie est construite jusqu'à aujourd'hui. Et quand je dis que j'étais un garçon manqué, je pense que ça venait aussi du fait qu'on est 2 filles et j'étais la deuxième. Et donc, quelque part, je pense qu'inconsciemment, j'étais un peu le garçon de la famille parce que même jusqu'à plus tard, quand on est devenu adulte et qu'on commençait à conduire, c'était mon père qui allait changer les roues de ma sœur. Par contre, moi, c'était va changer les roues. Mais moi, j'adorais ça. Je trouvais que c'était une responsabilité incroyable. Et je pense que le fait d'être arrivée en deuxième et d'avoir eu 2 filles, on a un peu projeté sur moi l'image du garçon, tout en me gardant cette part de féminité. Donc je ne pense pas qu'il y ait eu une phrase en particulier qui m'ait marquée, peut-être à l'école, moins à la maison, mais non, j'ai rien qui me vient là. Il n'y a pas une phrase qui t'a fait croire après que être femme, c'était gnangnan, être maman, c'était gnangnan. Alors, je viens quand même d'une culture très machiste. C'est quand je me souviens, mes premiers amours, c'est le mec qui payait à chaque sortie. Mais c'est il y a une grosse tendance machiste. La première fois que t'as invité Gauthier, tu t'en souviens ? Que c'est toi qui as payé l'addition. C'est arrivé ? Ouais, oui. Oui, et je pense que justement, être avec un Français et pas un Libanais a directement équilibré le truc. Et non, j'en étais plutôt contente de me dire, ça va être différent. Être avec un étranger, c'est différent. C'était plutôt sur l'aspect jalousie, possessivité qui est très, 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 très présente au Liban et qui ne l'est pas à l'étranger. D'ailleurs, mon premier copain étranger qui était allemand, alors on ne peut pas plus différent qu'une culture latine, qui était presque, en termes d'émotion, qui n'était pas là. Ça m'a presque dérangé de me dire, mais... Et pourquoi il me dit pas que je lui manque alors que ça fait 10 minutes qu'on n'est pas ensemble et qu'il me pose pas de questions sur la soirée où je suis partie sans lui et tout. Et en fait, ça m'a permis de voir les 2 extrêmes et de trouver ma place. Je ne sais pas si on sort du sujet, mais j'arrive pas à trouver cette phrase. Je vais la trouver peut-être plus tard. Je vous ai amené 2 magazines, voir si ça vous fait réagir. Donc il y a Néon, les nouvelles masculinités, qui nous dit refus du culte de la performance, éloge de la bienveillance, réflexion sur la sexualité, les mecs font leur révolution.
Et j'en ai un autre que je vous ai apporté, qui est un magazine, Les Grandes Figures de l'Histoire, et qui fait une sur les femmes d'exception. Est-ce que ces titres vous font réagir ? Il y a Gauthier qui sourit sur le sous-titre de Néon. Ouais, mais je pense que c'est 2 titres qui font bien vendre du papier, parce que c'est typiquement dans l'air du temps de dire nouvelle masculinité et les femmes d'exception pour montrer... Enfin, je trouve hyper intéressant, tu vois, l'aspect femmes d'exception, parce qu'il y a une côté de celle dont on n'a pas parlé. Tout à fait. Qui est hyper intéressant, et les problématiques d'exemplarité. Parce que avoir un exemple te permet de te dire que c'est possible d'eux. Et du coup, ça change le rapport à l'histoire et la projection de plein de petites filles qui se disent je peux faire ci, je peux faire ça, je peux faire ingénieur nucléaire, je peux faire mathématicienne. Donc hyper intéressant. Et je déteste la phrase de dire que derrière tout homme brillant ou machin, dans l'ombre d'un homme, il y a toujours, dans le succès du parcours d'un homme, il y a toujours une femme qui est dans l'ombre. Ouais, c'est ça. Et en fait, je déteste cette phrase parce qu'il y a un truc un peu débile qui est d'accepter que les femmes sont un rôle de soutien ou de support. En fait, maintenant, la phrase en tant que telle, les gens disent « Ah, c'est intéressant parce que ça met en valeur le fait que les femmes sont responsables, mais ça reste en fait le succès des hommes dont on est en train de parler. Et de cantonner un rôle de... adjoint, assistant ou autre. Et moi, ce qui m'interpelle, c'est surtout sur le vocabulaire. Tu vois, on va souvent dire assistante. Ça, c'est vrai. Et patron. Et patron. Et en fait, il y a sur les interventions que je fais en entreprise, je fais hyper gaffe. Vous avez une nouvelle chef, en fait, de tout de suite amener le truc, parce qu'en fait, ça rentre littéralement dans le crâne sur les aspects même de vocabulaire. Moi, je m'intéresse beaucoup à la sémantique là-dessus, et c'est une vraie merde, quoi. Ça rentre vraiment dans le crâne des gens, et on va dire ouais, ta secrétaire. C'est débile, quoi. Aujourd'hui, en proportion, en même temps, c'est vrai, il y a plus de secrétaires. Et c'est là où, en fait, il faut de secrétaires femmes que de secrétaires hommes. Et c'est là où il y a une grande évolution, où j'aime bien quand tu dis c'est les gens desquels on n'a pas parlé, les femmes desquelles on n'a pas parlé, parce que j'ai l'impression que là, on est en train de rattraper le temps perdu, le temps à ne pas parler des femmes. Et j'ai hâte d'arriver au moment où c'est bon, on a rattrapé. On connaît autant de femmes connues que d'hommes connus. Il y a autant de patrons hommes que de patrons femmes. Il y a autant de secrétaires hommes que de secrétaires femmes. Pour qu'on puisse enfin vraiment dire un patron ou une patronne. Parce qu'aujourd'hui, on dit ça et c'est hyper important. Et heureusement, et les nouvelles générations reprennent beaucoup les anciennes générations sur cette sémantique. Oui, mais tout à fait. On le dit plus pour encourager que vraiment, en termes de pourcentage, aujourd'hui, il y a plus de patrons dans le monde. Et c'est vrai que la sémantique peut déjà quand même aider et nous aide un peu à nous projeter, quoi. Moi, c'est pas tant l'équilibre 50-50 qu'il faut aller chercher. C'est juste se dire, il y a la possibilité de, en fait. Et c'est... je me souviens, là, pour la naissance de la petite, on allait voir un sage-femme. Et il était partout sur internet quand on tapait son nom. Ouais. Il était interviewé sur les problématiques de sémantique parce que littéralement c'est pas évident. Et en fait je pense que c'est se dire il y a la possibilité de qui est intéressante, parce qu'en fait peut-être qu'il y a des métiers qui continueront à intéresser les femmes à plus grande proportion, et c'est ok, mais c'est juste se dire mec, vous pouvez aussi le faire, et inversement, parce que c'est là où c'est intéressant, quoi. Et d'où l'importance de l'éducation de notre petite, parce que c'est une fille du coup, et on fait attention. En même temps, il y a beaucoup de choses qui sont innées, qu'on n'arrive pas à changer, auxquelles on pense même pas. T'as des exemples à nous donner, parce que là elle a à peine 1 an, donc oui. Déjà qu'est-ce qui pour toi est peut-être genré, ou parfois vous vous reprenez sur certains éléments? Je pense que quand elle est si petite, il y a déjà des choses. Quand on dit t'es trop jolie, machin, oui, elle est jolie, et je me dis tout le temps dans ma tête, est-ce que si j'avais un petit garçon, je lui aurais dit ça? Et des fois quand je lui dis mais t'es trop mignonne, je me dis est-ce que si j'avais un garçon, oui c'est bon, je lui aurais dit mais t'es trop mignon, donc c'est bon, on est bon. Donc je me fais toujours ce double check moi-même, entre moi et moi-même. J'ai lu un livre que je recommande vraiment à toutes les personnes qui ont des filles ou qui vont avoir des filles, qui est incroyable. Il faut que je me rappelle du nom, mais c'est une
une Nigériane qui écrit comme un manifeste pour éduquer une fille féministe. Je me rappelle plus exactement du titre, mais c'est quelque chose comme ça. Et en fait, c'est un peu comme des commandements où elle raconte comment faire pour éduquer un enfant de manière ou une fille sans trop l'orienter vers les filles. Et par exemple, ne pas l'appeler princesse parce qu'on n'appellerait pas un garçon prince, ou en tout cas beaucoup moins. Et il y a une chose que j'avais adorée qui est l'entourer de figures masculines qui font des choses qui sont taguées comme féminines. Donc typiquement avoir plein d'oncles qui cuisinent, qui font ci, qui font ça. Et en fait, moi j'essaie au maximum de m'entourer, mais en tout cas c'est notre entourage, de personnes qui jouent les deux rôles. Donc d'avoir vraiment des figures masculines qui font des choses qui sont féminines, pour que le jour où elle est confrontée à quelqu'un qui dit t'es un garçon et pourquoi tu cuisines, que ça soit tellement évident pour elle parce qu'elle a grandi avec ça, qu'elle n'ait pas à penser ou à devoir répondre d'une manière forte, mais que ça soit tellement évident qu'elle dise mais oui, il cuisine, et alors? Et c'est à ça qu'on veut arriver. Et on a une très très bonne copine qui est féministe, qui a créé des jeux pour enfants féministes, qui a un podcast sur les grand-mères féministes de leur époque qui s'appelle Héloïse, qu'on adore. Et elle vient d'avoir une fille. Et de manière générale, on a beaucoup de discussions autour de ça aussi. Et typiquement, elle a un neveu, je pense, qui lui a dit femme de ménage. Et elle a dit ou homme de ménage. Et la fois d'après où ils ont parlé, il a dit femme de ménage ou homme de ménage. Et je trouve ça incroyable. Et donc, alors des jeux féministes, ça veut dire des jeux justement qui est non genrés? Non genré, ou bien c'est un jeu de memory où je me souviens, c'est un jeu de memory où il y a une présidente, un président. Et en fait, c'est un memory classique, sauf que ça rentre dans le crâne des enfants que oui, ça existe, une présidente. Voilà, donc c'est une hôtesse de l'air, un hôte de l'air. Un policier, une policière. Exactement. Et c'est des petits trucs comme ça qui font que... sage-femme, une sage-femme. Voilà, et d'ailleurs, pourquoi femme aussi. Faut changer le nom. Ouais, peut-être il y a un questionnement moi, que j'aime bien amener à table ou sur les apéros. Et quand on parle de ce sujet-là avec des amis autres, là, nous, Luna, on a récupéré les fringues de son cousin qui a 2 ans de plus. Donc, dans la rue, elle est habillée en bleu, avec des marinières ou autres. Et on a souvent eu il est mignon, etc. Et en fait, c'est une fille et tout. Oui, ok. Mais en fait, on se rend compte que les fringues sont hyper trompeuses dans les apparences. Je trouve qu'on est beaucoup plus à l'aise de se dire encore aujourd'hui d'habiller les filles en bleu que d'habiller les garçons en rose. Et moi, j'aime bien amener cette question-là aux potes, en fait, de se dire... habiller les filles en bleu, tout le monde est ok. Ouais, si, c'est bien, c'est important, l'équilibre des couleurs. Je fais, mais t'es prêt à mettre ton petit gars en rose fuchsia? Même moi, je me pose encore la question, parce qu'en fait, c'est des couleurs qui sont tellement clichés, qui amènent tellement de sens. Pas forcément le bon, clairement. Oui, mais parce que souvent, en fait, le cliché féminin, les attributs féminins sont souvent des attributs de faiblesse. Alors que tu vois, une fille qui prend le costume bleu, c'est des attributs plutôt de force, en fait. Donc, en fait, ce qu'on a à changer, c'est ce rééquilibrage. C'est-à-dire, c'est aussi fort d'être une femme, il y a autant d'attributs de force. L'émotion est une force, la vulnérabilité est une force. Tu vois, ce qu'on attribue généralement, que ce soit vrai ou faux, d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est ça qui est... mais elle est super, ta question. Ils réagissent comment, les copains ? Ça bloque. Ça bug. Ça bloque, c'est assez rigolo. Mais c'est pas grave, ça a été mis. Mais au moins la graine elle est mise, et c'est rigolo. Et puis nous aussi, si on a un petit garçon un jour ou autre, on se reposera la question de voir est-ce que ça mène. On n'a pas la réponse, mais mettre juste le sujet sur la table, c'est assez marrant. Mais tu vois, en parlant de graines, c'est la même chose. La petite histoire qu'on raconte sur c'est le papa qui met la graine dans le ventre de la maman. Tu vois, on est dans don-réception, quoi. Enfin, tu vois, et donc la graine, elle a été mise. T'as une forme quand même un peu de pouvoir, quoi, tu vois, c'est le papa qui met la graine, alors que la réalité biologique n'est absolument pas celle-là. Donc en fait, même cette histoire, cette comptine qu'on raconte qui a l'air anodine, elle porte déjà des choses de déséquilibre masculin-féminin. Il faut laisser les cigognes faire leur boulot, du coup. Sinon, voilà, c'est ça. C'est beaucoup plus simple. Exactement. Du coup, je trouve qu'il y a quand même, quelque part, il y a des choses qui font... Attends, je vais trouver ma phrase. Je trouve que du coup, ça devient aussi quand même un terrain miné. Tout à fait. À chaque fois qu'on lit des livres pour la petite ou qu'on raconte des histoires ou autres, on se pose la question de est-ce que c'est trop genré ? Est-ce que l'homme est trop... Donc,
Je trouve que, et c'est difficile, même moi je ne l'ai pas, je n'arrive pas à trouver des fois le bon équilibre, parce que c'est important aussi de pouvoir qualifier un homme, une femme, c'est important, sinon on n'a plus aucun repère, on n'arrive pas à expliquer le monde et la vie. C'est important de dire que tout le monde est différent, qu'il y a plein de gens qui sont différents, que ce n'est pas absolu, mais on a quand même besoin des fois de cadre. Et donc, jusqu'à quel niveau en fait est-ce qu'on va pour protéger nos enfants de ce côté très genré? Et où est-ce qu'on capitule de dire c'est pas grave si dans l'histoire il y a un homme qui fait ça et une femme qui fait ça et ça nous a pas bousillé nos vies pour autant. Ouais, c'est un peu l'harmonie, mais je comprends votre recherche parce que même les dessins animés, les livres aujourd'hui sont potentiellement encore très binaires, quoi. En même temps, il faut des repères. Alors en même temps, est-ce que en ce moment notre combat, ça devrait pas plutôt de chercher des ressemblances que des différences parce qu'en ce moment on est plutôt à l'affût de nos différences, quels que soient les sujets d'ailleurs, au-delà du masculin-féminin. Bon, voilà. Après, on est chanceux de vivre dans une époque où justement les choses changent et il y a de plus en plus de livres où on voit des gens différents et ça c'est top parce qu'on commence à avoir les outils. C'est clair. Pour terminer, est-ce que si on inversait les rôles, est-ce que vous avez une question à me poser ? Ah, bien sûr, on a préparé cette interview. N'est-ce pas Depuis un mois. Forcément. Toi, c'est quoi la phrase du coup qui te donne l'énergie le matin à te dire je vais aller interviewer des gens au travers de ton podcast? S'il devait y en avoir une. Très bonne question, Gauthier. D'aller retrouver une forme de paix intérieure et extérieure pour des relations plus vraies, quoi. Plus vraies, en fait. Je voudrais bien que demain, chaque personne, que ce soit un homme ou une femme, ne soit plus dupe, enfin, soit moins dupe de ses croyances, de ses pensées réflexes dont on a parlé, et que chacun étant moins dupe de ces dictates qu'on a forcément tous et toutes un peu pris, qu'on soit plus en mesure d'accueillir aussi l'autre, quoi, sa différence, et aussi le fait que sa différence, elle est forcément en partie une ressemblance par rapport à un modèle qui lui a été... qui est fixe dans la société, quoi. On parle beaucoup avec mon chéri de ces sujets-là, parce que moi, je suis un peu le nez dedans. Ça questionne, ça remet en cause, ça bouscule, un homme, une femme, d'être sur ces sujets-là, en fait. Parce que là, on a beaucoup été sur le sujet de la parentalité, je venais vous voir pour ça. Mais quand tu vas sur d'autres terrains qu'on a juste subrepticement abordés, comme la sexualité, ça vient bousculer sévère, en fait, parce que effectivement dans les postures, dans les ce que tu disais tout à l'heure, l'homme a toujours le côté il faut qu'il fasse jouir, quoi. Enfin, tu vois, il faut qu'il le truc de la performance là qui est dit sur Néon. Ça, quand tu vas sur ces terrains-là, ça bouscule l'autre, quoi. Toi, ça te bouscule tu vois, de le mettre un peu sur la table. Tu sais très bien que là, t'es un peu en terrain miné, touchy, tu vois. Et en même temps, t'as envie d'en parler, quoi, parce que ça te permet d'explorer plein d'autres choses, en fait, Clairement. Sur lesquelles toi t'es passé à côté et l'autre est passé à côté. Voilà. Merci de ton accueil et de continuer à bousculer, en tout cas. C'est important d'en parler, même si au final on choisit chacun ses convictions, mais d'ouvrir les yeux sur des choses, sur certaines choses. Moi, j'ai une question. Donc, on a parlé de la définition de la féminité étant plus dans le monde de la communication, la rondeur, peut-être même la faiblesse, et de la masculinité, dans la force, dans l'action, etc. À travers ce podcast, les gens que tu as rencontrés, toute la réflexion que tu fais, où est-ce que toi, tu aimerais idéalement tendre en termes de définition? Comment est-ce que tu aimerais, dans un monde idéal pour toi, qu'on définisse la féminité et la masculinité? Alors c'est génial parce que c'est encore un article qui n'est pas encore arrivé, mais que j'ai en tête depuis déjà plusieurs mois, où effectivement déjà à travers les 12 premières interviews, j'ai eu 2 mots qui me sont venus, qui sont d'un côté au masculin le côté conquête, et de l'autre côté au féminin le côté quête. Donc qui pour moi sont des chapeaux qui des deux côtés, tu vois, peuvent avoir des attributs
Alors on a parlé par exemple de l'action, tu vois, la femme, on n'a pas dit le mot introspection, mais c'est ce que tu ressens dans le côté communication, introspection, intime, etc. Donc cet article est en gestation parce qu'effectivement je voudrais aller au bout de ça et tu vas recueillir des réactions là-dessus parce que j'imagine qu'il y a des femmes qui vont se sentir en conquête, bien sûr, puisque de toute façon je partirais de l'hypothèse que je pose dans le podcast qu'on a des polarités masculines et féminines. Ce que je cherche juste, c'est comment on peut à un moment donné trouver un mot-clé un peu chapeau, tu vois, et qui soit ni négatif ni positif. Tu vois, parce que quand on dit action, c'est positif. Quand on dit émotion pour la femme, il y a un peu négatif dans notre société. Donc j'essaie, tu vois, en plus de me dire, ok, est-ce que ces mots, parce qu'être dans une quête et dans une conquête, je me dis, bah voilà, c'est un peu neutre, voilà. Bon, peut-être que quand même on va dire conquête, c'est un peu négatif pour le coup parce que les conquêtes qui ont été faites historiquement plutôt par des hommes au détriment des autres peuples, en voulant imposer notre propre culture, peut y avoir un côté négatif. Mais voilà où j'en suis. Okay, on attend l'article. Merci à vous deux. Avant de vous quitter, je vous ai apporté un petit cadeau. Alors ne vous fiez pas au packaging, hein, c'est du packaging récupération. Voilà, c'est un petit cadeau pour vous deux. Vous en avez chacun une. Merci. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que c'est ? Bougie. Voilà, des petites bougies en forme de cœur pour continuer à alimenter la flamme que j'ai découverte auprès de vous, qui est cette flamme de l'action et de la communication commune. Ouais, merci, c'est chouette. Merci beaucoup. On va les consumer doucement. Merci beaucoup. Merci à vous deux. À bientôt. À bientôt. À bientôt. J'espère que ce moment bulle à vos oreilles fut plaisant. Je vous retrouve mardi prochain avec de nouveaux invités. Entre-temps, si l'oreiller vous manque, suivez-le sur le compte Instagram du même nom. Envoyez-moi vos réactions en commentaire ou en MP. Ah, j'oubliais, ce podcast mérite d'être connu. Cliquez sur les étoiles, notez, tapotez un commentaire, bref, faites du bruit. À mardi, 12 semaines.